Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents. Merci également pour l'organisation de ces trois belles journées auxquelles je n'ai malheureusement pas pu assister. Je trouve que c'est même bien dans l'ordre de passage que j'arrive tout à la fin, dans la mesure où ça va être extrêmement complémentaire au niveau historique, comme le présumait Léo, mais également géographique, parce que je vais également vous parler de Grenoble. Au moment où j'ai accepté de faire cette intervention, j'avais un vague souvenir de mes 1000 pages de transcription d'entretien avec l'éducation nouvelle assez régulièrement qui revenait. Au final, pas si régulièrement que ça, j'avais à peu près 17 occurrences, donc j'ai essayé de creuser davantage. Et effectivement, les personnes que j'ai pu interviewer m'ont parlé de Freinet, de Montessori, un petit peu de tout ce qui pouvait graviter autour de l'éducation nouvelle sans forcément la nommer, mais en s'attardant beaucoup plus ou en rattachant davantage ces termes à l'éducation populaire sur lesquels je vais revenir. Serge Guizet souligne la complémentarité de l'éducation populaire et de l'éducation nouvelle faite par les CMA. Et il se trouve que c'est les principales personnes qui m'ont parlé du lien entre l'éducation populaire et l'éducation nouvelle. Donc ça colle assez bien. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être de regarder ce que les protagonistes en fait appellent l'éducation populaire et ce qui va pouvoir se rattacher à l'éducation nouvelle. Pour rester dans le thème, hein, on reste vraiment à Grenoble hein, et dans cette continuité historique. Au niveau, je vais vous parler des diplômes principalement, qui voient le jour en 1937 sous le Front populaire, initialement dans une approche plutôt militante. Et là, je fais un bond dans le futur en arrivant directement en 2001 pour parler d'un tournant très technique de l'éducation populaire qui renvoie cette notion à un contenu, à un concept ou encore parfois à un mythe oui, de toute façon, l'éducation populaire, c'était mieux avant et je vous en passe, vous devez l'entendre assez régulièrement. Donc la mise en retrait de l'approche militante de l'éducation populaire et les injonctions des organismes de formation à se positionner dans un marché, ça rejoint totalement ce que tu disais, Marie-Charlotte, sur l'institutionnalisation des mouvements. Et moi, c'était un petit peu la base de ma thèse, de comprendre dans quelle mesure l'éducation populaire, au final, elle était rentrée dans un processus d'institutionnalisation à travers l'animation. Donc comment on pouvait comprendre cette institutionnalisation de l'éducation populaire à travers les formations d'animateurs. Donc, que je me perde pas trop. En plus de ça, les acteurs plutôt historiques font face à de nouveaux acteurs qui vont être halogènes, qui vont faire face, qui vont rentrer dans le marché de la formation en requestionnant toutes les valeurs, tout le mythe de l'éducation populaire. Mais on va pas trop parler de ça aujourd'hui. On va plutôt continuer sur le lien. Donc là, je pense à Pierre Bénard et à Francis Lebon, qui considèrent l'animation comme la fille professionnelle de l'éducation populaire. Donc ce qui souligne un lien important, mais a déjà beaucoup détaillé ça, donc on ne va pas forcément trop revenir dessus. Cependant, il y a peut-être un point de tension qu'on peut aussi rappeler avec Raymond Labourie, qui voit l'animation comme ignorant de l'héritage de l'éducation populaire, ou Guy Saez et Jean-Luc Richel qui affirment qu'il y a une rupture entre l'animation et l'éducation populaire. Donc on a un petit peu cette tension de, au final, est-ce que l'animation, en devenant institutionnalisée, ne se détache pas complètement de l'éducation populaire? Donc on va pas répondre à ça tout de suite. Mais en tout cas, pour cadrer ce que j'entends derrière éducation populaire, je me réfère à Christian Morel et aux 4 enjeux contemporains qui définissent de l'éducation populaire, donc la conscientisation, l'émancipation, l'augmentation du pouvoir d'agir et la transformation sociale et politique. Donc quand je vais parler d'éducation populaire, on va parler un petit peu plus de ça, et je trouve que ça colle plutôt bien avec les finalités de l'éducation nouvelle. Donc, ce que j'ai fait également pour essayer de comprendre la perception des personnes que j'ai pu interviewer, je les ai considérées un petit peu comme Becker quand il va étudier les mondes de l'art, en me disant je vais pas tant regarder ce que
comment ils définissent l'éducation populaire, mais plutôt comment leur interaction et comment leurs pratiques au final vont participer à la création de ce mouvement. Ensuite, donc à partir de tous ces éléments, cette présentation va essayer de traiter donc c'est très pompeusement, je l'ai écrit comme ça. Dans quelle mesure les nouveaux diplômes d'animateurs et d'animatrices renouent-ils avec l'éducation populaire ou au contraire s'en éloignent-ils? Donc en d'autres termes, pour revenir à cette définition, en quoi les diplômes d'animateurs et d'animatrices participent à la conscientisation, l'émancipation, l'augmentation du pouvoir d'agir et la transformation sociale et politique au niveau de la société. Et donc à travers tout ça, on va également s'intéresser à l'éducation nouvelle et comment elle se situe dans ces diplômes. Donc pour revenir à mon premier jalon historique, ou en tout cas aux diplômes dans leur conception actuelle, ils apparaissent sous l'impulsion de Marie-Georges Buffet, qui est contrainte un petit peu de les faire rentrer dans le fameux LMD, licence, master, doctorat, avec une forte injonction à la compétence. Donc pour ça, les diplômes sont s'allient avec le sport pour devenir les diplômes GEPS, Jeunesse, Éducation Populaire et Sport. Alors ça prend quasiment 18 ans pour arriver à une filière uniformisée qui est en train d'être remaniée. Voilà. Donc avec un certificat professionnel qui va être au niveau CAP, un BPGEPS au niveau bac, un DE au niveau bac plus 2 et un DES, donc diplôme d'état supérieur et diplôme d'état. Là, on va pas du tout, par contre, s'intéresser au BAFA et au BAFD. On va laisser ce marché-là de côté. C'est vraiment un marché à part et je voudrais pas qu'il y ait trop de confusion. Par contre, on va aussi regarder les diplômes qui sont proposés en IUT, donc les anciens DUT qui sont maintenant les BUT, les bachelors universitaires et technologiques, avec une option carrière sociale, une option, pardon, animation sociale et socioculturelle. Donc ça c'est un petit peu l'offre, c'est même pas un petit peu, c'est l'offre qu'on a sur le territoire grenoblois. Alors j'avais prévu toute une longue partie pour vous présenter le terrain d'enquête. Je suis pas sûr que ça soit très utile, mais pour le faire très rapidement, je me suis appuyé sur 11 entretiens réalisés avec grosso modo tous les acteurs qui proposent des formations sur le territoire. Et donc aussi bien les scopes que des entreprises, les universités, les associations. Donc là, on va rentrer dans le cœur de la présentation et je vais développer 3 points principaux. Le premier va relever plutôt d'un ancrage territorial de l'éducation populaire par rapport afin d'analyser et d'apporter des éléments de compréhension quant au positionnement des protagonistes de la formation. En deux, on va regarder les acteurs eux-mêmes en interrogeant leur inscription et leurs revendications concernant l'éducation populaire, ainsi que leur rapport entre les acteurs. Et en trois, l'intérêt des publics en formation envers l'éducation populaire. Bon, je préfère vous prévenir, c'est peut-être la partie qui va sauter. Alors, au niveau de l'ancrage territorial, la situation géographique de Grenoble, proche des montagnes, propice à la pratique de l'animation, du sport. Hein, De Gaulle en fait un petit peu son cheval de bataille avec Herzog qui a été évoqué rapidement. Mais on a également Hubert Dubedou qui arrive, donc maire socialiste entre 65 et 83, qui s'entoure de militants de l'éducation populaire. Ça revient assez régulièrement et spontanément dans les entretiens. Donc là, je vais vous citer l'ancien directeur du département carrière sociale qui est maintenant à la retraite, qui a un petit peu plus de 70 ans. Il me dit, durant l'entretien, la première municipalité de Dubedou, elle est issue de pratiquement 50% des militants d'éducation populaire, des gens qui ont appris à gérer, à vivre ensemble, à discuter, à formuler les projets. Donc là, on a vraiment une dynamique où on va aller chercher le peuple pour créer un travail collectif de cohésion des habitants. Donc l'intégration de l'éducation populaire à la politique de la mairie favorise l'essor de l'animation dans la ville et renforce le dynamisme de la participation des habitants. Donc on a la mairie qui alloue des budgets, qui encourage les acteurs dans leurs actions d'éducation populaire, à la création de maisons de la culture,
qui va promouvoir évidemment la culture sur le territoire hein, durant ces années de mandat, et l'importance d'une présence militante qui conduit l'IUT à proposer un des premiers DUT de France en animation sociale et socio-culturelle. Donc juste après les collègues de Bordeaux. Ensuite, donc la ville pilote, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais ça a été un des points importants aussi que j'ai pu identifier dans la construction historique de la ville. Donc on a une politique sociale en tout cas qui s'étend jusqu'à la création de la fameuse ville neuve, donc qui va chercher à promouvoir la culture, l'éducation nouvelle, la participation citoyenne. Et donc on a cette éducation qui se veut s'adapter au public. J'ai entendu assez régulièrement parler de Célestin Freinet durant ces entretiens. Donc cette volonté de repenser l'école autrement. Donc là, on est dans une période assez formidable pour l'éducation populaire et pour l'essor de l'animation, qui va générer une volonté des acteurs de la faire perdurer. Donc là, on fait face à des restrictions budgétaires à un moment qui peuvent mettre en péril certains des acteurs locaux, les délégations nationales. Je pense notamment à la Fédération régionale des maisons de jeunes et de la culture qui se retrouve à mettre la clé sous la porte. Cependant, ce qui est assez intéressant, donc c'est pas les seuls hein, à qui c'est arrivé sur le territoire, mais ces acteurs-là vont se remobiliser, ou en tout cas les protagonistes des formations vont rester sur le territoire, bien que la structure parte, eux vont créer une nouvelle, soit sous forme d'entreprise, ou alors sous forme associative, pour continuer de véhiculer les formations sur le territoire. Donc ça, je l'ai trouvé assez intéressant et remarquable, puisqu'ils auraient pu suivre la structure, déménager, etc., mais ils restent ancrés sur le territoire. Donc, pour conclure avec le contexte politique et social de la ville, il favorise, à mon sens, l'éducation populaire au niveau territorial et participe à l'expansion de l'animation dans la ville. Donc on a une baisse des subventions de l'État qui conduit une recomposition des acteurs de la formation d'animateurs et d'animatrices. Cependant, les protagonistes conservent un ancrage territorial et conçoivent de nouvelles structures afin de faire vivre le projet d'éducation populaire à l'échelle locale. Donc maintenant, on va s'intéresser à la partie suivante, justement sur le rapport entre les protagonistes de la formation et l'éducation populaire. Donc, pour analyser l'éducation populaire chez les protagonistes de la formation, leur discours est regardé avec le prisme des 4 enjeux contemporains, donc de conscientisation, d'émancipation, d'augmentation du pouvoir d'agir. Bon, ça va, vous les connaissez, c'est bon maintenant. De plus, la mention éducation populaire est retenue afin d'analyser leur perception et le sens que les professionnels y mettent derrière. Donc la formation identifie ces deux liens, éducation populaire, animation, en la qualifiant parfois d'outil organisationnel. Donc là, je vais reprendre la même personne pour un autre extrait d'entretien, où on va retrouver que l'animation est un outil d'éducation populaire. Elle permet aux gens de s'organiser sur le principe de la loi 1901 pour faire ensemble, devenir ensemble, exiger ensemble. Donc là, on a un mouvement qui est plutôt revendicateur à travers un outil. De plus, l'éducation populaire, donc comme un outil de transformation sociale dans une visée émancipatrice et de transformation de son environnement. Donc là, on va avoir des acteurs qui vont assimiler les finalités de l'éducation populaire à celles de l'animation. Donc l'outil débouche d'ailleurs sur l'action d'organisation des personnes. Donc là, on peut prendre un extrait d'un CEPJ qui a à peu près 15 ans d'expérience, qui se veut être un militant. Donc lui, il va dire, pour moi, l'éducation populaire, c'est un outil de transformation sociale. Être en accompagnement pour qu'un individu se réalise de plus en plus, le plus en autonomie possible, avec le plus d'actions possible sur son environnement. C'est pour moi quasiment la définition de l'animation. Donc, on a une entrée démocratie également qui occupe beaucoup de place dans l'éducation populaire chez les acteurs et les actrices, où on va retrouver d'ailleurs une pensée d'un espace transformatif, où on va retrouver des participants qui, en allant se former au métier d'animateur, vont être transformés dans leur vie de tous les jours, dans leur manière de penser, dans leur manière de consommer au sens assez large. Donc, je vais
passer un petit peu là-dessus. Écoutez, je vais conclure avec cette partie. Les protagonistes de la formation d'animateurs donc véhiculent l'éducation populaire comme étant un outil de transformation sociale, en affirmant un lien et les finalités entre les pratiques de l'animation et la conscientisation, l'émancipation, l'augmentation du pouvoir d'agir et la transformation sociale et politique. Décidément, je crois qu'il faudrait que je fasse une recherche, un contrôle F pour voir combien de fois je l'ai mis dans cette communication. Donc en d'autres mots, les acteurs identifient et revendiquent une corrélation entre l'animation et l'éducation populaire. Dans la partie suivante, là, on va donc s'intéresser à l'éducation populaire dans les formations afin de comprendre la manière dont les protagonistes la partagent aux participants. Donc, on va retrouver un contenu de formation, également une méthode d'apprentissage et une finalité dans le diplôme. Tout d'abord, l'éducation populaire représente un contenu qui vise à situer la formation, souvent proposé assez rapidement dans la formation, un peu comme une approche plutôt historique. Donc, pour aller plus loin dans la définition, certains la rattachent à des éléments de la vie quotidienne, tels que l'environnement. Dans quelle mesure on peut faire de l'éducation populaire à travers l'environnement ? Le militantisme arrive aussi assez régulièrement. Je pense notamment dans le cadre d'un chercheur qui intervient à l'IUT de Grenoble et où son intervention avec une approche particulièrement historique est extrêmement appréciée dans la mesure où il y a un certain détachement du politique et où les personnes qui peuvent venir derrière avec une démarche plus politisée complètent cette approche, cette première approche. Ensuite, on va retrouver l'éducation populaire avec une considération forte des formateurs et des formatrices par rapport aux participants, qui vont essayer de leur apporter des éléments pour penser politiquement la société et pour penser politiquement leur action d'animation. Et je vois que le temps file. Et on a également donc un troisième point, toujours sur les finalités donc, qui vont caractériser la formation d'animateur, plus dans la transmission de l'éducation populaire et dans la réussite au diplôme. Donc ça reste un des enjeux qui est assez fort quand même pour les personnes qui viennent en formation. Donc l'objectif est de leur faire partager une posture afin qu'ils puissent s'émanciper, encore une fois, et qu'ils puissent transformer la société une fois qu'ils vont retourner sur le terrain. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Donc, ce qu'on peut voir dans les formations d'animateurs, c'est une approche pédagogique qui est mobilisée et qui pourrait s'apparenter très fortement à de l'éducation nouvelle, afin de participer à la conscientisation des participants, tout en leur permettant de devenir des techniciens qui vont être des professionnels en arrivant sur le terrain. Donc la ville de Grenoble représente une source historique de l'éducation populaire. Le contexte marchand des formations et d'une manière générale du monde de l'animation et de l'éducation populaire bouscule la place des acteurs historiques. Contraints par des logiques économiques, les structures, en particulier les fédérations d'éducation populaire, qui se retrouvent davantage exposées aux logiques gestionnaires qu'à une dynamique de plaidoyer ou d'action émancipatrice à visée de transformation sociale et politique. De plus, on a une recomposition du marché avec la formation des animateurs qui incite les acteurs halogènes de l'animation et de l'éducation populaire à se positionner en concurrence des acteurs historiques. Et on a l'aspect technique de l'animation qui renforce son détachement, voire son émancipation de l'éducation populaire. Et la renvoie à un contenu, à une histoire et, comme je vous le disais tout à l'heure, à un mythe. Or, quand même, il y a une petite nuance à apporter là-dedans pour finir sur une touche positive. L'aspect militant de l'éducation populaire subsiste à travers certains formateurs issus de ce mouvement qui s'attachent à faire de la formation un temps de conscientisation, d'émancipation, d'augmentation du pouvoir d'agir chez les participants. L'objectif est que ces derniers retournent sur le terrain, donc armés de valeurs, et qui contribuent à la transformation sociale et politique à leur échelle. De plus, la coopération entre les acteurs, notamment sur le territoire grenoblois, démontre
montre que la concurrence n'est pas systématique dans les marchés, contrairement à Toulouse. L'approche néolibérale de la formation influence l'éducation populaire en occultant et en amenuisant la place du militantisme pour davantage former des animateurs techniciens qui n'auront pas une finalité et des activités visant à la transformation sociale, mais plutôt au divertissement. L'exemple de l'animation nous montre que l'éducation populaire n'occupe plus la même place que dans le passé, mais que les acteurs la réinventent constamment pour penser un projet de société où les citoyens s'inscrivent au cœur de leurs décisions. Voilà. Je vous remercie de votre écoute.